qui sont aujourd'hui les langues officielles au Burkina Faso après une décision du Conseil des ministres. Alors, nous parlons de cette actualité avec Serge Youssef Ouedraogo qui revient sur l'utilité donc de rendre ces langues maternelles, ces langues nationales, des langues officielles donc au Burkina Faso. On en parle dans la rubrique Un œil sur la société et bien sûr suivi de la rubrique Invité du jour. Et aujourd'hui, nous recevons un mouvement qui soutient la transition en cours actuellement. Il s'agit du Conseil national pour la refondation. Avec notre invité, nous parlerons de l'actualité, mais on parlera aussi donc de ce mouvement qui a bien voulu célébrer le 31 décembre avec donc ces qui se retrouvent dans les rangs du jour. Madame, Messieurs, permettez-nous de vous dire encore une fois de plus bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. L'aventure du jour et l'aventure de cette semaine nous conduit dans les Hauts-Bassins, dans le département de Kourion, plus précisément à Badara, pour découvrir bien sûr un cours d'eau. Bien sûr, aujourd'hui, nous vous proposons le premier témoignage donc, en ce qui concerne ce cours d'eau découvrir encore plus ce cours d'eau naturel mais tellement magnifique avec donc monsieur Siaka Traoré. Je rappelle qu'à l'époque il était donc conseiller de Badara. Je vais parler de 2020. Donc on va suivre son témoignage et on revient pour la suite. Bon, ne tɔgɔ ko Traoré Siaka ka bɔ Badara Kourion département na. Ne Badara conseiller. Je me nomme Traoré Siaka. Je viens de Badara, département de Kourion. Je suis un conseiller municipal de Badara. Le site où nous sommes présentement est appelé. Nous sommes ici ce matin pour dire à tous ceux qui peuvent nous faire de la publicité qu'ils le fassent parce que c'est un beau site mais méconnu des populations. C'est un site qui peut rivaliser avec beaucoup d'autres sites touristiques au Burkina Faso. Nous voulons donc que l'on fasse des ressources financières pour nous et pour notre département. C'est vrai que sur ce site-là, les autochtones font des sacrifices. Des gens viennent faire des sacrifices et si leurs vœux sont exaucés, ils reviennent avec un cabri ou un mouton pour dire merci au cours d'eau. Il y a des gens même qui viennent pour demander à manger sur ce site-là. Nos grands-parents nous racontent que si tu voulais traverser ces deux cours d'eau-là, si tu arrivais à passer le premier, il était difficile de revenir en arrière. Si tu veux traverser le cours d'eau, il faut prendre ton courage à deux mains pour trouver les deux en même temps. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. On nous raconte aussi qu'il y avait un balafon posé au bord du cours d'eau. Il y avait également un tam-tam. Mais avec le temps, le balafon et le tam-tam ont disparu. C'est pour dire que ce site-là est un cadre vraiment beau, comme vous le voyez, et il est beaucoup plus intéressant que beaucoup de sites au Burkina Faso. Nous voulons que les populations viennent visiter. Et pour ce mardi, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous débutons par quel journal aujourd'hui? Nous débutons avec le journal L'Observateur Palga qui affiche à sa une contre la corruption et l'absentéisme, c'est-à-dire à la page 5 du journal. L'édifice de la paix, c'est un autre titre du journal. Dans la rubrique En route pour la CAN, le journal écrit les étalons buts sur la team Meli, c'est-à-dire à la page 13. Les poulains de Villud veulent ramener le trophée au Faso, écrit le journal. Installation lampadaire au plateau central et la lumière fut pour les PDI, nous apprend Koulman. Aux étalons du Burkina, dit ceci, vous savez, cette canne, c'est comme si vous la jouez au Burkina. Corruption et laxisme dans l'administration publique, la fermeté sera de Toujours dans ce journal, on peut lire secteur de la culture, du sport et de la jeunesse, bilan 2023 assez remarquable en termes de réforme et d'action, écrit le journal. Retenu sur les salaires, le prix de la souveraineté, citoyen qui nous apprend ce matin, président du FASO, le chef de l'État annonce la traque contre la corruption et l'absentéisme dans l'administration publique. Nouvelle du France, c'est à lire à la page 3 du journal Citoyen qui écrit des terroristes décimés aux encablures de Ouargane pendant devenus alliés. Prélèvement obligatoire de 1% sur les salaires nets, les travailleurs du public et du privé apprécient, c'est-à-dire toujours d'administration publique,
le président Ibrahim Traoré annonce une traque contre la corruption et l'absentéisme, écrit le journal Le Quotidien. Offre de soins sanitaires au Burkina, des infrastructures et des appareils de pointe pour une meilleure prise en charge des populations. Nomination du nouveau DG des douanes. Le secrétaire général du syndicat des douanes, le SINATRA, déclare nous nous Cannes 2023, l'UNCE prête à convoyer 1200 supporters en Côte d'Ivoire, écrit le journal. Le journal Le Pays de Maître Guy Cam, coordinateur du mouvement Sens, à propos donc des réformes au sein de l'appareil judiciaire. Il déclare: je vois la justice de 2024 très proche de celle qu'elle était sous Blaise Compaoré. C'est une interview à lire dans le journal Le Pays. Promotion de la paix, du civisme et du patriotisme au Burkina. Le journal Le Pays distingué à la corruption et à l'absentéisme. C'est à lire à la page 8 du journal. Obligation d'intégrer le casque aux équipements lors de la vente des motos. Le gouvernement est attendu au pied ferme, au pied du mur, écrit le journal. De Boulmingo, bientôt débuteront les travaux. Terminons avec le journal Aujourd'hui au Faso, qui écrit: le chef de l'État au personnel de la présidence du Faso, tolérance zéro pour la corruption et l'absentéisme dans l'administration publique, nous informe. La paix des braves s'esquisse au Soudan, nous informe le journal. Direction générale des impôts, les nouvelles mesures fiscales de 2024, c'est à lire à la page 3. Cannes 2023, l'UNCE mobilisera 1200 supporters pour allier Bouaké, nous apprend le journal. Merci bien Alphonse pour la lecture de ces différents titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Un sujet qui est à la une de pratiquement tous les journaux. L'Obs en parle également ce matin. Donc le discours ferme du chef de l'État, le président du Faso bien sûr, face au personnel de la présidence. Qu'est-ce qu'on peut montrer sa vision? Cette rencontre, on a pu retenir quelque chose. Il a dit qu'après 15 mois passés à la tête du pays, il a pris le temps pour observer les faits et gestes de tout un chacun, surtout ceux qui travaillent au niveau central, au niveau de la présidence du Faso, qui relève donc de cette institution-là. Lors donc de cette rencontre, il a décliné les objectifs, la vision, et je pense que ce qu'on retient, c'est son discours ferme, comme vous l'avez dit, 2024. Parce qu'il dit que la machine est en marche et nous défendons. C'est bien vous qui travaillez au niveau donc, de l'État central, au niveau central, parce que vous êtes quand même censé connaître notre vision après donc 15 mois de cheminement ensemble. Donc ce personnel-là est mieux placé que quiconque pour en tout cas véhiculer le message qui est donc ce que l'on retient, c'est que c'est un constat certainement qu'il a eu à travers donc ces services, que malgré tout, malgré l'ambition qui est de bien faire, il y a des gens où c'est bien quand on veut vraiment faire de bonnes choses. Il y a le fait que la corruption est toujours là, malgré l'ambition, malgré le discours, malgré les sensibilisations, tous ces problèmes-là demeurent. Et le chef de l'État entend donc considérer l'année 2024 comme une année où c'est la tolérance zéro au niveau donc. C'est un discours qui ragaillardit parce que plus d'un apprécié quand on sait que c'est un. On parle de lutte contre la corruption. Est-ce que vraiment nous disposons des moyens pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption en 2024? Oui, nous disposons des moyens et même efficaces parce que d'abord, quand vous prenez le RENLAC qui est une association où le RENLAC travaille à son niveau, il y a aussi au niveau donc, de l'AICE-LC où c'est l'État qui a de corruption pour qu'on puisse en finir même avec. Je pense que si c'est des institutions, nous en avons. Mais est-ce que ces institutions disposent vraiment des moyens efficaces pour lutter contre la corruption quand on sait qu'elle elle existe dans beaucoup de secteurs, que ce soit au niveau de l'administration publique ou dans le privé. Il y a ces cas de corruption qui sont souvent donc signalés
Il y a même ces cas de corruption signalés dans des rapports de l'ASCLC et cités par moment par le RENLAC et bien d'autres structures, malheureusement. Ça n'aboutit pas. Je pense que ce qu'on peut retenir de ce que le chef d'État a dit est que le conseil qui se dégage est que quand vous demandez un service au niveau de l'administration publique, ceux qui sont recrutés, qui sont donc considérés comme des compétences, qui devaient faire ce travail, ils arrivent à la conclusion qu'il faut confier le dossier là à un cabinet d'études. Et ces cabinets d'études, ils sont nombreux au Burkina Faso, généralement même initiés par des gens de l'administration qui font donc ces prête-noms-là, qui placent donc leur bon petit. Ça, c'est mon. Et il veut même en finir avec. C'est pareil pour les ateliers de formation, les séminaires. Ceux qui donnent la formation à ces agents de l'administration pendant donc ces ateliers-là, c'est des gens qui ont leur cabinet. Généralement, derrière ces cabinets se cachent les mêmes personnes qui sont au niveau de l'administration. C'est un phénomène que Alphonse dit il faut qu'on forme les journalistes de savoir. Oui. Alors que derrière, c'est Alphonse qui possède un centre de formation à tous les niveaux. Le chef de l'État doit avoir donc ce regard-là à trembler certainement parce que c'est le pied qui sera coupé. Si en tout cas, la volonté affichée par le chef de l'État d'en finir avec ces cas de corruption-là, cette volonté, si elle va aller jusqu'au bout, si elle va aboutir, je pense que beaucoup vont perdre beaucoup de choses. Bon, on attend de voir alors. Ouais. Pour 2024, année déclarée lutte contre la corruption. Ça, c'est un exemple. Je pense que le gouvernement doit être ferme à ce niveau, au niveau de l'administration publique. Vous pouvez arriver à trouver qu'il est l'heure de la descente. On va revenir demain. Tu reviens, on prend le document, on ne traite pas, on traîne. C'est comme si tu ne donnes pas quelque chose, on ne va pas traiter ton dossier. Je pense que ces cas-là aussi sont par moins signalés par les usagers et on doit voir à ce niveau. Or, tu peux arriver à trouver que, mais dès lors qu'il est question maintenant de l'heure de la descente, même 2 minutes de plus, oui, il ne peut plus te satisfaire. Donc, je pense que ça, c'est aussi un exemple pour montrer à quel point les usagers ont ceux qui fréquentent vos lieux de service. Donc, on doit pouvoir écouter ceux qui viennent avec leurs problèmes. Je pense qu'à ce niveau-là, le chef de l'État a bien fait. C'est un exemple que je vais prendre au niveau donc, pour les élèves. Oui. J'en connais. Au lieu d'aller peut-être le 4 pour être performant, pour être en classe le vendredi. Alors que les samedis et dimanches qui flottent. Oui, malgré tout le temps passé pendant les fêtes, oui, beaucoup ont tout fait, des enseignants, ils n'ont pas repris. C'est ça, ils ont attendu jusqu'à ce que nous nous mettions au sérieux parce qu'une journée de moins au niveau de l'éducation, c'est énorme. Il y a beaucoup de cours qu'on va rater, oui, on ne va pas respecter le programme. Après, quand il sera question des vacances des élèves, ça n'aide pas vous-même en tant qu'enseignant. C'est un de ministère dans beaucoup de domaines. Donc, en un mot comme en mille, il faut dire que cette volonté affichée du chef de l'État doit être soutenue, accompagnée par des actes. Les gens aussi doivent pouvoir signaler des cas de corruption. Oui. Et je pense que c'est ensemble qu'on va développer ce pays-là. Un pays où si vous prenez un ministère sur le budget du ministère, peut-être 100 millions, 50% de ce papier alors qu'on n'avance pas. Oui. Voilà. On ne peut pas dire qu'on veut dans ce ministère-là des spécialistes et les gens viennent avec leurs compétences. Après donc examen, des dossiers, tout, on retient ceux qui sont vraiment compétents à ce niveau. Nous tournons, on n'avance pas. On n'avance pas. Donc, ce courage du chef de l'État doit être soutenu. Et je pense que ce n'est pas seulement ces personnes qu'il a rencontrées qui sont concernées. Il y a, même au niveau du privé, il faut vraiment faire en sorte que la lutte contre la corruption aboutisse parce que c'est important quand un pays, bien que nous soyons dans un contexte d'insécurité, il faut aussi lutter à tous les niveaux parce que le terrorisme même tire donc ces sources-là
à partir des cas de corruption aussi. Bien sûr. Voilà. Tu as parlé d'absentéisme des fonctionnaires et moi je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit que leur bureau, en fait, qu'il partage son bureau avec plusieurs autres personnes, c'est pléthorique. Donc quand il est au service, là, vraiment, il ne se sent pas. Donc il fait de son mieux pour... C'est un des problèmes aussi quand vous mettez les gens nombreux ensemble, ils ne sont pas à l'aise, tout ça. Avoir des difficultés au niveau du service en termes de confort pour pouvoir travailler parce qu'il y a manque de tables, de chaises, ainsi de suite. C'est un problème aussi qui existe et je pense qu'on ne doit pas confondre ce problème-là avec ce que nous sommes en train d'évoquer. Voilà, même si l'organisation n'est pas parfaite, je pense que c'est deux choses différentes. Alors, s'il est dit que vous devez monter à cette heure, comprenez que des dossiers vont traîner, c'est difficile. Je sais que pendant la saison d'hivernage, ce qu'on constate même au niveau de certains services, lorsque il y a la pluie très tôt le matin, il y a des fonctionnaires même qui vont arriver au bureau peut-être à 10 heures. Mais écoute, nous on est en moto, mais on se fait mouiller par la pluie pour être là. On n'a pas le choix. Donc, le matin, tu sors, tu dois monter, tu dois venir à 4 heures, comme notre émission Sonré. Ben, la pluie se prépare, ce n'est pas ton problème. C'est ça. Contre vent et marée, tu vas tout élargir à beaucoup d'agents, à beaucoup de personnes. Il faut vraiment qu'on en discute franchement pour trouver la solution. Bien sûr. Merci beaucoup pour ces analyses. On n'a attaché personne, on a juste donné nos avis. Alors, on va maintenant découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Nepnoma Basile Farga. Il est le secrétaire général du collectif qui font la veille citoyenne, donc à Ouagadougou. Un collectif également qui a décidé de commémorer le 31 décembre dernier avec les membres donc, qui sont au niveau de ces ronds-points-là, qui font la veille. On en parlera tout à l'heure. Monsieur Farga, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bonjour également aux différents téléspectateurs de la télé. Merci beaucoup, nous allons bien et merci à vous d'être là. Alors, le collectif national pour la refondation, la création d'un tel collectif. D'accord, merci beaucoup. En fait, ici, ce qui a motivé la création du collectif est que nous avons voulu faire les choses différemment. Ça veut dire différemment, veut dire tout simplement que à un moment donné de la lutte et de l'ère qu'on peut donc apporter à la transition, on observe qu'il y a un certain nombre de choses qui manquent toujours au sein de la société civile. Donc nous nous sommes dit que tout n'est pas seulement de faire des meetings de soutien, les veuves, les orphelins et également les PDI. Donc un certain nombre d'actions et d'approches qu'on peut techniquement engager et puis essayer donc de les soutenir d'une manière ou d'une autre, de sorte à ce que les autorités puissent dérouler leur combat donc contre le terrorisme. Donc ce qui a prévalu la création du CNR et aujourd'hui nous menons pas mal d'activités de sorte que soutenir la transition et puis également travailler à la cohésion sociale et au civisme parce que beaucoup même soutiennent mais qui n'ont pas un certain nombre de doses de civisme. Donc ce qui fait que même entre nous il faut qu'on travaille justement à avoir un certain nombre de civisme et une idée de la cohésion sociale parce que en tout, même après la guerre, il faut donc que nous puissions quand même nous unir et puis être tous des Burkinabés dignes. Depuis G 2023, comme je dis, décembre, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez pu mener concrètement comme activité sur le terrain? D'accord. Nous avons d'abord, on a eu l'idée d'abord de faire des collectes. Voilà, nous avons fait des collectes de fonds et on est allé remettre une somme, même si ce n'est pas beaucoup, mais en temps de guerre, même 5 francs, ça vaut justement quelque chose. Nous avons remis une enveloppe de également chercher des vivres pour l'idée de chercher ça veut dire des blouses que nous avons remis avec donc voilà de l'huile que nous avons remis aux autorités pour que ça parte directement au front pour que les VDP puissent quand même en utiliser pour être aguerris sur le terrain du combat. Réalisation, si on peut avoir la vidéo où vous avez décidé donc
entretien, si on peut diffuser ça. D'accord. Maintenant, justement, le 31 décembre, vous décidez de commémorer le réveillon avec ceux-là qui font la veille citoyenne au niveau des ronds-points. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Bon, d'abord, vous savez tous avec nous que nous sommes en guerre. Et depuis très longtemps, nous dormons au niveau des ronds-points. Même certains laissent leurs familles et viennent même au rond-point pour assurer la veille citoyenne. Et nous nous sommes dit, citoyennes, on s'est dit, bon, si on ne va pas fêter, il faut quand même qu'on ait techniquement une manière de faire pour soutenir encore ceux-là qui, depuis février, passent tout le temps donc, à faire la veille citoyenne au niveau des ronds-points, qui souvent, nous tous, nous dormons là-bas. Donc, on a eu l'idée comme ça, de trouver donc, voilà, des kits. Symboliquement, nous allons donc prouver que non, d'autres fêtes à la maison, et dans cette pays, hein, parce qu'on est fiers justement d'avoir... vous partagez. Ici. Donc, voilà des choses comme ça, donc on a eu l'idée. On est allé au marché chercher quand même un bélier, et puis nous avons fait des kits. Ça fait au total autour de 3000 kits et puis 3000 boissons. Et on a fait quand même le tour de rond-point. Mais malgré tout ça, nous pensons que c'est mieux quand même de passer au niveau des ronds-points, les encourager et puis encore les motiver, parce que la veille citoyenne, on ne la fait pas parce qu'on est citoyen simple, dormir au rond-point. Et également dans les moustiques, il faut également avoir quand même voilà, une mentalité très forte et une idée d'accompagner pour être au rond-point. Donc nous avons décidé de faire le tour et puis essayer de quand même leur donner quand même notre silencieuse et aussi au rond-point, non. Donc nous sommes allés les accompagner. Et comment justement vos camarades ont accueilli en fait cette action? On sait que vous-même vous avez des membres, vous faites partie de ceux-mêmes qui passent la nuit au niveau des ronds-points, notamment au niveau du rond-point des Nations Unies que vous avez baptisé rond-point Ibrahim Traoré, avec fierté. Rond-point IB. Alors comment vos camarades ont accueilli J'avoue que cette action? C'était avec une très grande joie. Parce que il y a des ronds-points où c'est la toute première action. C'est nous qui sommes les premiers. Simplement, c'est une idée que rarement un certain nombre d'organisations peuvent l'avoir. Donc, nous nous sommes dit que si c'est comme ça, nous allons multiplier. Tant qu'il y a la possibilité, nous allons multiplier de tels actes. Et souvent, et même avant ça, notre présidente, en tant que femme également, est souvent préparée même pour aller donc voilà, donner à ses camarades militants qui sont au niveau des ronds-points. Donc voilà des choses comme ça. Donc quand une chose est un peu appréciée ou grandement appréciée de tellement continuer de tels actes, et peu importe la fête, peu importe le jour, voilà, nous allons toujours. Mais il y a un certain nombre d'actions que vous pouvez faire. Certains même pas s'ils peuvent remettre quelque chose pour les accompagner. D'autres pensent qu'ils sont payés. Ils ne sont pas payés. C'est juste avec volonté, patriotisme qu'ils sont là-bas. Donc, entre nous, s'il y a certains qui ont la possibilité, ils peuvent donc s'élever et puis aller les accompagner, donner ce qu'ils ont. Donc, voilà l'idée que le CNR a eue. Et nous pensons que nous allons multiplier de tels actes. Il y a assez de ronds-points. Les ronds-points ont été sensibilisés, ils ont compris les messages que le chef de l'État a lancés. Donc, nous faisons donc que les accompagner. Merci bien et on va revenir sur d'autres sujets tout à l'heure, mais je voudrais retracer voilà, votre action du 31 décembre. On regarde. 31 décembre, il y a beaucoup de nos leaders qui ont préféré laisser leur famille et venir faire la veille citoyenne ici. Nous aussi, on s'est dit, en tant qu'un mouvement aussi, qui défend voilà, cette cause de la jeunesse, et en préparant aussi pour nos collègues, afin qu'on puisse, que l'année remercier tous ces leaders qui dorment dans les moustiques et dans la fraîcheur, c'est pas simple. Il y a des fois aussi que je dors ici avec eux, ici même au rond-point du capitaine Traoré. Il y a plein qui tombent malades, malgré ça, ils ne laissent pas tomber. Et ça prouve tout vraiment que c'est la jeunesse qui est engagée pour la libération de notre pays. Vraiment, je les encourage à continuer ainsi, à ne pas baisser les bras. Le pays nous appartient. Ibrahim, lui, il est au pouvoir, mais c'est nous, on le guide en fait. C'est la jeunesse qui guide cette transition, comme c'est ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Je souhaite que l'année...
Et bien sûr, on vient de voir en image donc ce que vous avez fait le 31 décembre. Et on a vu à vos côtés donc ce monsieur qui est devenu célèbre. Monsieur Compaoré. Oui. Donc, on m'a dit que les actions se poursuivent sur le terrain au niveau des ronds-points. Oui. Les actions se poursuivent au niveau des ronds-points parce que pour la veille citoyenne. Parce que je souligne que la veille citoyenne, c'est notre objectif principal, notre mouvement. C'est notre objectif principal. Il y a le civisme aussi qui est notre objectif principal et également la cohésion sociale. Donc, il y a justement les projets en fonction donc, du temps pour mener. Je pense qu'il y a une idée également il n'y a pas sommeil, il n'y a pas de repos jusqu'à la fin de la guerre. Et nous pensons que 2024, on doit l'enterrer ensemble. Et ce n'est pas des actions concrètes, des actions de civisme, des actions de cohésion sociale et des actions de veille citoyenne que nous allons arriver donc à accompagner les FDS et les VDP qui ne font que mouiller le maillot sur le terrain. Et nous sommes très fiers de les accompagner et de soutenir la transition. Alors, Monsieur Farga, pour revenir au rond-point, on voit que ces ronds-points-là, que certains jeunes se font, c'est que quand ils mettent en place un rond-point dans leur quartier, ils attendent aussi que, voilà, vous qui êtes devant et qui semblez être proche en tout cas du pouvoir, puisse les apporter du soutien dans les quartiers. Est-ce qu'il y a de l'argent qu'on se partage quand on arrive à faire un rond-point Ibrahim Traoré ou un rond-point partagé, comme on le dit? Je pense que à l'heure actuelle, si par exemple quelqu'un se met dans la tête que ériger un rond-point comme ça pour accompagner, en attendant donc des soutiens financiers, je pense dans la peau donc de la philosophie de la transition. Parce qu'il n'y a pas de l'argent qu'on partage de qui que ce soit. Si vous venez très dignement et très sincèrement. Parce que si vous attendez donc d'ériger le rond-point au front, ça veut dire que nous remettons ça au trésor public et les soutiens ne font que se multiplier. Donc ce qui fait qu'on n'a pas... En fait, les autres n'ont pas d'argent pour accompagner parce que tout simplement, non. C'est une idée. Vous-même, entre vous, il faut nourrir juste seulement l'idée et puis vous accompagner, vous sacrifier. Il y a les prélèvements de 1%. Tout ça, là, c'est des sacrifices qu'on demande. Voilà. Si vous êtes citoyen et que vous devrez soutenir, assurer la veille citoyenne en attendant qu'on vienne vous donner de l'argent, non. Vous partez travailler et puis vous revenez la nuit assurer la veille citoyenne. Et la plupart des cas, ceux qui sont au niveau des ronds-points, beaucoup ont des emplois. Beaucoup sont des entrepreneurs qui n'ont pas encore d'emploi, mais qui sont dans la lutte et qui accompagnent en tout cas la transition. Donc le CNR, dans sa philosophie, pense que si un citoyen se lève aujourd'hui et croit qu'il y a de l'argent au niveau des ronds-points, la personne a peut-être entre griffes, il se force quand même la route. Donc nous pensons qu'il faut quand même qu'on essaie. Nous arrivons quand même à accompagner nos maigres sous qu'on puisse quand même donner aux autorités pour qu'ils puissent acheter des armes et puis voilà, chercher des vivres pour les VDP et les FDS sur le terrain. Parlons justement de l'actualité. Vous avez déjà évoqué le fait que 1% maintenant des salaires des travailleurs, parce que là, des travailleurs, alors, diversement appréciés, hein, pour certains, on est en guerre, donc tout est permis, pour d'autres aussi, ça va rendre la vie encore plus difficile à ces travailleurs-là qui ont du mal déjà, donc qui ne s'en sortent pas facilement avec la vie qui est chère aujourd'hui. Quel est votre avis? Bon, moi, mon avis, et lorsque nous sommes en guerre, le chef de l'État a dit que nous ne devrons pas attendre un soutien quelconque voilà, ailleurs que de nous-mêmes. Ce qui veut dire tout simplement qu'il y a deux façons, soit les prêts, soit les taxes. Et nous savons que diplomatiquement, la position donc, que notre pays a pris aujourd'hui et qui veut s'assumer, assurer sa propre souveraineté économique et puis voilà, politique, je pense qu'on ne peut pas aller encore prendre des prêts. On en a déjà trop. Voilà, les dettes, c'est déjà assez, c'est très accumulé. Et nous pensons qu'à l'heure actuelle, c'est un sacrifice que nous devons faire. Et si, par exemple, on prélève 1%, 5% en fonction, c'est bien. Il y a même des moments, même ça peut aller au-delà de ça. Mais pour l'instant, on accepte qu'il y a des résultats.
les petites contributions que nous faisons, on voit les résultats sur le terrain. On nous fait le rapport. Donc avec ça, ça veut dire que on avait peur de contribuer, peut-être certains fonctionnaires, peut-être à la poste de certaines personnes. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que les résultats, ce qu'on fait, voilà en tout cas pratiquement ce qu'on nous montre comme résultat et c'est appréciable. Donc, tant bien, il faut bien qu'on contribue. Pour ceux qui sont réfractaires, certains syndicats, peut-être, donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut savoir à quel moment il faut dire non, à quel moment 10. Et quand on dit 1%, on ne peut pas dire que c'est petit. Voilà, c'est pas petit parce que on voit que le fonctionnaire burkinabé, quand vous prenez la circonscription des familles au Burkina ici, un fonctionnaire c'est le plus privilégié de la famille. Et donc, je ne vois pas en quoi on peut peut-être essayer en temps de guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on a augmenté et on était tous fiers qu'on ait augmenté ça à 80 000. Mais maintenant, on ne veut pas peut-être donner, faire un sacrifice et puis donner ce qu'on a seulement pour qu'on puisse payer les VDP, puisqu'il faut les motiver. Ce qu'ils font sur le terrain là, c'est appréciable et tout le monde est content. Et tant bien on est content, il faut donc donner quelque chose de ces prélèvements et peut-être même que ça peut aller au-delà de ça, mais pour l'instant, il y avait déjà même un volontariat, des gens qui ont même donné plus de 1% aujourd'hui. Maintenant, on s'est dit, il n'y a pas un Burkinabé mieux que l'autre. Si vous êtes fonctionnaire, vous devrez vous saner et puis passer à autre chose du développement pour que le pays, regardez tous les santé, toutes les sphères. Et il faut un sacrifice. Et moi, je pense qu'actuellement, que vous soyez fonctionnaire, tout le monde d'ailleurs contribue. Il y avait au niveau des boissons, au niveau du commerce. Donc, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, on ne doit pas voir ça comme quelque chose de trop. Ça peut aller au-delà de ça. C'est en fonction. Et une guerre pareille, on ne doit pas durer dans la guerre. On en a déjà fait de longues années. Donc, si on fait même 10 ans dans ça, 11 ans, c'est pas bon. Voilà, c'est très grave pour le développement. Ça retarde beaucoup de choses et il faut qu'on passe à autre chose du développement. Il faut qu'on passe à autre chose. Et les jours de la corruption et une année aussi de lutte contre les absentéismes et les retards au niveau des services publics. Oui, effectivement, nous avons également suivi ça et il faut dire que notre administration a besoin de réformes. Et ces réformes-là, il y a non seulement la question de la corruption, le plus gros pays. Et donc, moi, je pense que ce côté-là, on ne doit pas vraiment... On avait besoin vraiment des autorités qui ont l'audace, comme ce que notre président fait aujourd'hui. On a besoin des autorités qui ont le courage. Beaucoup de sujets, on les a caressés comme ça, jusqu'à ce qu'on passe à autre régime. Mais maintenant, si on a le courage de taper sur la table, en tout cas pour régler cette question, et voilà, ces mesures qu'on est en train donc de prendre. On a dit que le chef de l'État nous avait déjà même prévenu que nous avons pris un nouveau virage. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas, c'est sûr qu'ils vont tomber. Si par exemple aujourd'hui vous faites partie, donc vous êtes dans l'administration, vous faites vos affaires, vous ne travaillez pas, ainsi de suite, et qu'on prend un nouveau virage de la guerre, et que vous n'avez pas la force de supporter, moi je pense que nous allons soutenir à ce que vous-même vous tombez. Parce que le pays n'a pas besoin des gens comme ça. Et donc il faut tous qu'on soit des patriotes, il faut tous qu'on soit des Burkinabés dignes, qui travaillent. Un Burkinabé a toujours été un travailleur. Maintenant si vous absentez, qui ne va pas à quelque part. Et donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais peu importe la personne, tout le monde va tomber si toutefois vous ne prenez pas la ligne droite donc pour travailler dignement, de sorte que l'administration puisse se sentir une institution qui travaille dignement pour que le pays puisse quand même assurer un développement paisible. Merci beaucoup, M. Farga. Pour terminer, est-ce que les jours, les semaines ou mois à venir, votre collectif, le collectif national pour la refondation, a peut-être des activités en vue? Oui, nous avons beaucoup d'activités en vue. Voilà, déjà nous sommes en train de vouloir faire nos installations au niveau. Et il y a des activités comme, comment dirais-je, visiter donc les familles des FDS tombées. Nous devrons donc essayer, il y a des veuves également, nous avons des femmes, des PDI que nous avons repérées depuis que nous avons créé notre mouvement. Tous ces personnes, il y a une formation que nous sommes en train de vouloir initier pour qu'au moins ces PDI-là, ces femmes PDI puissent avoir quelque chose à faire de leurs 5 droits. Donc, toutes ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, si vous essayez, il y a certains PDI, si vous les voyez, c'est pas facile.
Voilà, c'est pas facile. Donc quand on observe tout ça, voilà, donc tout ça, c'est des activités que nous sommes en train de vouloir mener. Également, il y a des formations dans la philosophie de la veille citoyenne, ainsi de suite, pour qu'au moins on puisse être au même niveau d'information et assurer un bon panafricanisme et essayer d'accompagner la transition dans la philosophie donc du chef de l'État. Donc, vous faites bien de parler du civisme, mais ça veut dire que assurer la veille citoyenne, encourager la transition, ce n'est pas forcément donc si vous parlez de civisme... Non, c'est à tout le niveau. Si vous voulez être un exemple de civique, il faut que vous-même d'abord vous soyez au fond de vous-même un homme digne et civique. Parce qu'il y a beaucoup de dérives partout. Tant bien qu'en circulation, on voit des gens qui brûlent le feu. Des ronds-points tiennent des discours qui... Mais tout ça là, je pense que tout le monde, au niveau des ronds-points, il n'y a plus de problème là-bas. Voilà, au niveau des ronds-points, il n'y a plus de problème. D'ailleurs, il n'y en avait pas. C'est seulement qu'il y avait un certain nombre d'infiltrations, des gens qui voulaient justement... Mais aujourd'hui, si vous tentez une infiltration au niveau des ronds-points, vous vous tuez déjà en venant. Parce que tout est mis en place donc, de la transition. Donc, nous pensons que le chef de l'État a besoin des hommes dignes, des hommes qui ne l'aiment en eux, et non vraiment ceux-là qui pensent que c'est le profit, voilà... l'opportunisme qui peut encore marcher. Donc, je pense que 2024, on a pris tous un nouveau virage, comme le chef de l'État l'avait dit. Donc, pas la peine encore que certains pensent qu'on peut encore avoir des discours un peu déplacés à quelque part au niveau des ronds-points. Voilà pourquoi je disais, si vous érisez un rond-point aujourd'hui pensant que vous allez peut-être faire ce que vous voulez, ben, vous allez rentrer à la maison. D'ailleurs, même c'est la fraîcheur qui va vous amener parce que c'est là qui supporte la fraîcheur de l'autre côté, veut la paix. Comme on veut soutenir la transition, comme nous voulons donc essayer à un moment donné d'être nous-mêmes très souverains et panafricanistes, il faut donc qu'on surpasse donc tous ces éléments-là et ces effets-là et puis soutenir dignement. Donc c'est tous ces éléments-là qui font que aujourd'hui, si vous sortez de chez vous, sachez que vous devrez être burkinabé. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Basile Farga. Il est le secrétaire général du collectif national pour la refondation. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause, le temps de retrouver Serge Youssef Ouedraogo pour la chanteuse burkinabé. Bonjour Adji. Bonjour. Bonne arrivée sur ce plateau. Merci. Un plaisir en tout cas de vous recevoir. Un plaisir partagé et je dis bonjour à tout le Burkina Faso et aussi les téléspectateurs qui suivent Savane TV hors de nos contrées du Burkina Faso. Bien sûr. Alors Adji, on parle de concert pour la Croix. Mais avant de parler du concert, c'est vrai qu'on a bien voulu vous avoir sur ce plateau. Il y a eu en octobre dernier. Tout à fait. Voilà, les agendas étaient un peu compliqués, on n'a pas pu, donc on a l'occasion aujourd'hui. Alors Adji, il faut qu'on revienne à l'histoire. Adji aujourd'hui qui est atteinte de cancer. Comment vous allez? Alors je suis malade dans le même cas qui sont couchés dans les hôpitaux. Il faut dire que quand j'étais venue en octobre, je venais de rentrer à peine 6 mois. Oui. Je suis arrivée en juin, voilà, du Maroc, où vraiment j'ai soigné le cancer du sein. Je suis rentrée sans nodule cancéreuse. Et avant de rentrer, je me suis dit que qu'est-ce que je fais de mon image d'artiste? C'est de joindre mon image à la cause de la lutte contre les cancers, en général, que ce soit sein, utérus, tout type de cancer. Et effectivement, je devais être reçue, mais je partais pour mon contrôle au Maroc. Oui, c'est vrai. Et là, je suis repartie. Malheureusement, il y a un autre cancer qui s'est affiché, celui du médiastin. C'est juste derrière l'os de la poitrine, que je suis en train de traiter encore bien par la grâce de Dieu. Hein, ne vous inquiétez pas, ça me va. Ah là là, j'adore votre manière de prendre les choses. Oui, et il faut que tous les malades prennent ainsi. En fait, pour le cas du cancer, il faut qu'on se dise la vérité. Le cancer est peureux. La nouvelle, avec tristesse et abattement, ça permet à ce que, voilà, il puisse prendre tout ton corps ou voilà, métastaser et autres, parce que lui, il voit un corps qui ne se défend pas, tout et tout. Et moi, je dis non. Le lion, soit le lion te tue. Alors, tu fais quoi? Tu es en brousse toute seule. Tu vas chercher tout ce que tu trouveras pour ce combat. Et c'est ce que je souhaite pour tous les malades. Du cancer et au-delà des autres maladies. Mais le cancer est plus une maladie qui fait peur, en fait. Donc, bannissons la peur.
Et vous allez voir que avec le mental haut, c'est déjà, surtout avec Dieu, hein, soyons beaucoup spirituels. Soyons beaucoup spirituels. Parce que ne dit-on pas, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Donc, spirituellement calé, avec un mental haut, tu as gagné le combat à 80%. À ce qu'on aide Adji. C'est vrai. Par des contributions, Tout par à des fait. collectes et tout. Est-ce que, voilà, c'est quoi la situation? Parce que traiter aussi cette maladie, c'est beaucoup de finances. C'est pas évident. Je rends grâce à Dieu parce que, comme je l'ai dit, la banque céleste est ouverte, mais mes collègues, grandes sœurs et petites sœurs de l'Abbé Femmes, l'association burkinabé des femmes musiciennes, se sont mobilisés avec l'INAM, d'autres associations, en tout cas dans le domaine de la musique, et d'autres structures, à récolter des fonds à m'accompagner. Le premier combat, là j'ai bouclé la 3e, jeudi à côté, mais je rends grâce à Dieu parce que quand on me voit, on ne sait même pas que j'ai fait la chimio, parce que je tire ma force vraiment du Seigneur et je sais qu'il pourvoira et il guérira en plus. Donc voilà. Alors, merci bien Adji. On parle maintenant de ce concert-là avant que le temps ne nous manque. On aura encore d'autres occasions pour parler. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. D'ailleurs, on vous souhaite une meilleure santé. Merci beaucoup. Alors, ce concert-là, ça va se passer comment? C'est quoi le programme? L'album est en route. L'album même, on peut dire, est déjà là. Donc, où ça va être accompagné un peu de mon témoignage, tout comme le concert. Et à 20h, nous serons sur scène. Avec à mes côtés ma grande sœur Idak Bassavé, Asta Maïla, Kadiwen Puré, Mariam Fashion et mon fils Fela de Black qui est aussi dans la musique, Naouji, Hamid le mannequin et Kamso Dollar. Ça, voilà, nous avons la présidence de la ministre de la Femme, du genre on va dire, de la famille, les patrons. Très très chère Maman Rose Sanou, PDG de l'espace Dieudonné qui m'a toujours accompagné, qui sera là en tant que marraine. La diva, ma mère aussi, Amiti Myria et Princesse du Faso. Et aussi des invités d'honneur. Assez d'artistes musiciens. Assez d'artistes musiciens, mais de vous accompagner. Voilà. Des invités d'honneur, pas des moindres. Hein. On a Lassane Ouedraogo. Un clin d'œil à ces artistes Zidas, qui sont des invités spéciaux. Pourquoi ces artistes en tant qu'invités spéciaux, c'est des artistes émérites? Il y a Mini Martha avec sa fondation et aussi Hugo Boss qui est un jeune qui fait beaucoup. Entrepreneur. Voilà, entrepreneur et musicien. Alors, donc ce concert c'est à 20h. C'est pour la cause. Okay. C'est déjà le vendredi 12 à 20h au Sénasa. Et c'est pour la cause de la lutte contre le cancer. J'ai fait des dépistages. Maintenant, il faut que je fasse des prises en charge. J'ai 14 cas. Donc il y a des cas où il faut faire des biopsies, mais il y a des cas où il faut opérer. On a une jeune fille qui a au moins 20 cm et elle n'a que 19 ans. Et nous savons que ce n'est pas évident. Nous allons voir avec les professeurs qui sont autour de moi aussi comment nous pourrons contribuer après la récolte qu'on va faire au niveau du cancer pour pouvoir en tout cas faire des prises en charge. D'accord. Alors, voilà. Adji, les concerts, les prix d'entrée, c'est 2000. Le 64, voilà. 86 86 34 ou le 78 88 89 29. Merci beaucoup Adji. C'est moi qui vous dis merci de me recevoir et à très très bientôt. Merci, on marque une petite pause. Personnellement, je trouve que c'est une très belle initiative et c'est vraiment à saluer et vivement que cela se concrétise sur le terrain. Aussi parce que si on prend le Moré, le foufou, moi, à la place du président, ce n'était pas maintenant que j'allais prendre cette initiative-là. Cette initiative devait être prise depuis longtemps. Donc, vu que les langues étrangères, on va là quelque part, trouver ton frère burkinabé, tu le salues en moré, et tu le prends en français. Pour moi, c'est une très bonne chose. Parce qu'il n'y a rien de tel que de valoriser ce que nous avons. Voilà. Si on peut valoriser nos langues, et quand on voit par exemple l'exemple dans d'autres pays, le Congo, un Congolais ne peut pas parler 1, 2, 3 sans parler le lingala. C'est comme si c'est une langue officielle. On prend un Sénégalais ne peut pas parler sans parler la langue de leur pays. Donc le Burkina aussi doit prendre l'exemple. Valoriser ce qu'on a, s'exprimer dans sa langue sans être complexé parce que je ne suis pas à l'école ou bien je n'ai pas fait des études.
Et ça va permettre à ceux qui ne sont pas allés à l'école de pouvoir étudier dans les langues. Ça lui permet d'apprendre. C'est une très bonne chose. Très intéressant, c'est d'ailleurs très important. Et je pense que ça va aussi valoriser aussi notre terroir africain, les langues nationales, c'est-à-dire qui étaient ignorées, parce que ces familles-là maintenant verront les Africains. Je dirais aussi que ça valorise aussi les Africains. Un plus, surtout pour la jeunesse, parce que nos enfants tendent maintenant à croire que les langues en tout cas étrangères comme le français ou l'anglais sont des langues qui doivent passer nécessairement à sa sort, et de sorte à ce que les enfants négligent les langues nationales. Mais si on les met en valeur, ça pourra amener les gens vers chez eux, si on peut le dire ainsi, et ainsi on va avoir une évolution rapide de la compréhension des gens, parce qu'on a dit, si tu comprends très bien la langue nationale, si tu veux répliquer ça au niveau des langues étrangères, ça nécessite beaucoup de moyens et de volonté pour l'appliquer. Et on souhaite qu'ils puissent avoir les moyens de le faire. Merci beaucoup à Claire Zungrana pour ce micro-trottoir et merci à vous pour vos avis. Youssef, bonjour à toi Youssef. Bonjour Zeta. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, les langues nationales ou la langue nationale remplace donc le français comme langue officielle au Burkina. Youssef, on va aller à la définition d'abord. Qu'est-ce qu'une langue? La langue nationale soit la langue officielle. Donc, quand on parle de langue ici, il faut dire que c'est un système de signes, signaux et vocaux, éventuellement graphiques, propre à une communauté d'individus qui l'utilisent pour s'exprimer et pour communiquer. On peut dire entre eux, on peut dire les choses qui n'entendent pas, ils font des signes. Voilà. Maintenant, ceux qui entendent, voilà, on parle entre nous. Donc, c'est ça la définition de la langue d'abord. D'accord. Ça peut être des codes, ça peut être des signes, ça peut être le verbe aussi. Alors, Youssef, on entend parler souvent aussi de langue vivante et de langue morte. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par langue vivante et langue morte? Et langue vivante ici, c'est lorsqu'elle est parlée actuellement. Nous sommes en train de parler la langue française. Oui. Voilà. Donc, voilà. Ici, on peut prendre par exemple le mouré, le fulfundé, le djoula. Voilà. Donc, on échange, voilà. Et à la maison, la grand-mère échange avec ses petits-fils amoureux. Si elle ne comprend pas le français. Donc, ça, c'est la langue vivante. Maintenant, la langue morte? La langue morte, il faut dire que quand on parle de langue morte ici, c'est une langue qui avait été utilisée autrefois par des peuples. Quand on prend, on va donner un exemple, on prend la langue latine, le latin, on ne parle plus le latin. Voilà, si on prend, donc on peut dire que c'est une langue morte. Une langue morte. Alors, maintenant, on parle de la langue maternelle et la langue d'emprunt. C'est quoi la différence entre ces deux langues? Et la langue maternelle et la langue d'emprunt. La différence ici, c'est quoi? La langue maternelle, c'est la langue et le mourir avec votre enfant. Donc, c'est ça, c'est la langue maternelle. Voilà. Donc, dans une famille Mouara, c'est la langue mourir qu'on en parle. Si nous prenons une famille fulfundé, c'est la langue, le fulfundé qu'on parle. Donc, ça, c'est la langue maternelle. Oui. Maintenant, quand on parle de la langue d'emprunt ici, c'est une langue qui provient d'une autre communauté. D'ailleurs, votre enfant, même s'il parle le français, c'est pas sa langue. Donc, c'est ça la langue d'emprunt. C'est une langue qui provient d'une autre communauté, qui n'est pas la nôtre. Qui n'est pas la nôtre, bien sûr. Maintenant aussi, on parle de langue nationale et de langue étrangère. Oui, la langue nationale ici, c'est une langue qui est propre à une nation. Quand on va dire le djoula, le mouré, ce sont les langues nationales. C'est propre à une nation, c'est propre à notre langue d'une autre personne que nous, on apprend pour pouvoir étudier ou bien faire autre chose qui n'est pas vraiment propre à notre culture. C'est comme le français, l'anglais, la langue étrangère. Oui. Alors, maintenant, parlons de cette décision. Qu'est-ce que tu penses de l'institution des langues nationales comme langue officielle au Burkina? Parce que c'est décidé maintenant. Oui, il faut enseigner à l'école. On inclut ça dans le système éducatif. Je me dis que cette décision est la bienvenue. La décision est salutaire dans la mesure où elle va participer à la valorisation de notre culture, de notre propre identité. Et
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je disais chaque fois, les faux blancs, voilà, ceux qui ne veulent pas que les enfants parlent les langues maternelles à la maison, le moré, le gula, le fulfulde, le goursi, il y a d'autres qui ne veulent même pas qu'on en parle. D'autres, c'est le français seulement. Donc voilà, cette décision, je ne voulais pas commencer à apprendre la langue nationale officielle. Et ça permet aussi d'apprendre facilement dans nos langues, dans notre environnement, dans notre culture. On peut s'exprimer facilement. Et à partir de là aussi, nous, on peut voir dans la littérature, là, l'écriture, la danse, et les chansons, tout cela, ça participe. Donc, c'est notre identité qui nous allons voir en nous maintenant. Quand on dit que tu es du Burkina Faso, on voit déjà que les langues que vous utilisez... Le français et l'anglais deviennent... Par rapport à la décision là, vous savez que il y avait déjà le fulfulde, le moré, le lilé, quand on fait le bilinguisme dans les écoles, dans certaines écoles. Et quand vous êtes dans une classe de bilinguisme, de moré là, vous faites 5 ans pour faire le certificat d'études primaires. Mais celui qui est en classe qui fait le français, il fait 6 ans. Donc vous voyez qu'on gagne voilà, une année. Voilà. Donc déjà, ça c'est déjà quelque chose, voilà, quand vraiment ça va prendre forme dans le système éducatif. Maintenant, concrètement, est-ce que... national Par l'enseignement. Il faut que le fait de dire que la langue nationale sera officielle là, ils vont s'asseoir encore avec les intellectuels et tous ceux qui sont dans le système là pour voir comment ils vont faire. Voilà. Donc je me dis que c'est à eux de décider, de prendre des décisions là pour dire que voilà, les langues nationales qui sont officielles maintenant sera utilisée à telle séance et la langue française. Bien vu et ils ont bien fait. Maintenant, ils savent pourquoi ils ont dit ça et ils ont des techniciens aussi qui sont à plus de pour travailler, pour nous donner quelque chose de concret. Okay. Alors, Youssef, pour finir, comment faire en sorte aussi que le maximum de Burkinabés puissent savoir lire et écrire dans les langues nationales? Parce que ça aussi, c'est l'autre challenge. Oui, et là, je vais dire quoi? C'est plus simple. Hein? Il faut que on revoie le programme parce que tout passe par l'enseignement. Et comme ça passe par l'enseignement, il faut revoir nos langues. Voilà, il faut, quand vous êtes à Ouyoua, vous êtes au centre, vous êtes à Koudougou, c'est des écoles qui expérimentent. Qui expérimentent ça. Donc ça, c'est pas un problème. Donc il faut mettre des commissions aussi pour réfléchir sur comment on va faire. Et je sais qu'à un certain moment, il y avait les centres d'alphabétisation, ceux qui sont pas allés à l'école. Et les femmes et les hommes, on les alphabétisait. Donc ils pouvaient écrire et lire dans les langues. Il faut les commerces. Donc tout ça, il faut réveiller tout cela. Voilà, c'est en berne, il faut réveiller tout cela. Il faut aussi mettre des commissions pour harmoniser les éléments linguistiques là, des langues qui ne sont pas encore harmonisées là. Voilà. Et quand on va mettre tout cela ensemble là, je pense que ça sera propre, comme on l'aime le dire là. C'est qu'à l'université, c'est un acquis. Hein. Si vous faites lettres modernes, vous devrez faire option linguistique. Bon, option en fait en langue. En langue. Fulfulde, moré, djola, et puis voilà, vous avez la possibilité d'opter pour une de ces langues. Donc, aussi de commencer par le bas âge pour permettre aux enfants de savoir lire et écrire en langue. Alors, je ne suis pas sûre que Mariette Kokwaga, notre réalisatrice d'aujourd'hui et de cette semaine, puisse savoir lire et écrire dans sa langue, elle qui est grossie, mais bon, on vérifie. Merci à vous. On espère que vous aussi, vous allez apprendre à lire et à écrire dans vos langues. Ça sera important. Youssef, on ne peut plus. À demain. À mardi prochain, mais vous, fidèles téléspectateurs, à demain pour d'autres aventures.